Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3474 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 7 novembre avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec Milos Kerkez, le nouveau joueur de Liverpool. L'arrière gauche hongrois, il fête aujourd'hui ses 22 ans. Bon anniversaire à lui. Callum Hudson-Odoi, l'ailier gauche de Nottingham Forest, il fête aujourd'hui ses 25 ans. Kevin McAllister, frère d'Alexis McAllister, joueur de Liverpool. Donc lui, Kevin, il joue du côté d'Union Saint-Gilloise, il fête aujourd'hui ses 28 ans. David De Gea, gardien de la Fiorentina, il fête aujourd'hui ses 35 ans. Ou par exemple Clinton Mata, défenseur central de Lyon, il fête aujourd'hui ses 33 ans. Bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir niveau résultat. Et on commence tout d'abord avec l'Europa League. On va parler des clubs français engagés. Et c'était une catastrophe. 3 rencontres, enfin pour les clubs français, 3 défaites, vraiment une soirée cauchemardesque. On commence tout d'abord avec Lyon qui se déplaçait du côté du Betis Séville et défaite des Lyonnais 2-0. A noter que Paulo Fonseca, le gauche de Lyon, a beaucoup fait tourner. Il a mis vraiment pas mal de titulaires normalement remplaçants pour ce match, pour qu'il soit prêt pour le prochain match de Ligue 1. Ce sera contre le PSG, un dimanche soir pour Lyon. Donc en tout cas avec cette équipe bis, on va dire, Lyon s'est incliné 2-0. Donc Abdé était buteur et aussi Anthony. Anthony, voilà, qui fait un gros début de saison, bien sûr, du côté du Betis, il a de nouveau été buteur. Donc le bourbier de Séville, bien sûr, pour cette équipe de Lyon. Et Anthony renaît complètement sous les couleurs du Real Betis. Donc cette saison, toute compétition confondue, c'est 10 matchs, 6 buts et 2 passes D. Il avait déjà été double buteur lors du dernier match, enfin même double buteur, une passe D. Ils ont gagné 3-0 le week-end dernier, voilà, décisif sur les 3 buts. Et là, décisif sur de nouveau un but, Anthony. Donc magnifique joueur. N'oubliez pas qu'il n'a pas été appelé dans la prochaine liste du Brésil là, pour la trêve la semaine prochaine. Donc Lyon, ça a perdu, Lille, ça a également perdu. Donc défaite 1-0 du côté de l'Étoile Rouge de Belgrade pour les Lillois. Donc c'est dommage. En plus, ils prennent le but à la 85e minute du match. Arnautovic, buteur sur penalty. Donc les 2 derniers matchs d'Europa League, 2 défaites. Ils avaient perdu, souvenez-vous, lors du dernier match contre le PAOK Salonique 4-3. Et là, ils perdent 1-0. Donc voilà, pour Lille aussi, ça va pas fort. Et pour Nice, bon, Nice, de toute façon, on a l'habitude. Donc il menait quand même 1-0 dans le match. Et en l'espace de combien 13 minutes. Trou d'air, les gars. 3 buts concédés. Et donc Carlos, un buteur 25 minutes. Mais eux, Fribourg, c'est 29e, 39e et 42e. Voilà, donc ils ont marqué 3 buts à Fribourg. Puis voilà, ils ont gagné le match comme souvent, bien sûr. Et Nice, bien sûr, le naufrage total. Parce que je ne comprends pas comment cette équipe peut gêner, par exemple, le PSG. Là, il y a une dizaine de jours en Ligue 1 où ils perdent le match, mais ils perdent le match à la 94e minute de la rencontre. Ils avaient gagné Lyon, ils avaient gagné Rennes, ils avaient gagné Lille. Les matchs avant voilà, en Ligue 1, puis voilà, autant flopper en Coupe d'Europe, je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe du côté de Nice. Donc Nice en Ligue Europa, c'est simple, c'est 4 matchs et 4 défaites, 4 buts marqués pour 9 buts encaissés. Les Aiglons n'ont gagné aucun de leurs 16 derniers matchs en Coupe d'Europe, c'est une catastrophe. Regardez-moi cette série, il reste même là sur, je sais pas, il y a 6 défaites d'affilée, c'est pas possible. Il y a des adversaires totalement à la portée, bien sûr, de Nice, Fribourg. Vous n'allez pas me dire que c'est une équipe qui est supérieure énormément à Nice. Ils ont quand même gagné 3-1. Le Celta, le Fenerbahçe, l'AS Roma, Benfica, ils étaient totalement hors sujet lors des tours préliminaires de Ligue des Champions. Donc voilà, ça ne sert à rien de vouloir accrocher des places en Europe pour avoir un bilan comme ça, comme 16 matchs d'affilée sans victoire. Si vous vous rendez compte, c'est fou ce qu'on est en train de réaliser. L'OGC Nice. Et une stat effrayante également. Donc Nice a encaissé au moins 2 buts lors de 12 de ses 16 derniers matchs en Coupe d'Europe. Ça aussi, c'est un problème. Ils prennent beaucoup trop de buts. Donc voilà, par exemple, hier, tu en prends 3 contre Fribourg en plus à domicile. Voilà, c'est aussi un problème. Parce que si à chaque fois, tu encaisses 2 buts, c'est-à-dire qu'il faut que tu en mettes 3 à chaque match. Donc déjà que Nice a du mal à marquer en Coupe d'Europe. Alors s'il faut en mettre 3, parce que tu en prends à chaque fois 2, ça va être compliqué, bien sûr, de gagner les rencontres. Donc du coup, actuellement, ils sont à 4 matchs, 4 défaites. On le sait, il ne reste plus 4 matchs. Donc pour l'instant, c'est encore jouable, bien sûr, la qualif pour les barrages, parce que le top 8 maintenant c'est quasiment fini. Donc il va falloir gagner quasiment les 4 derniers matchs, au moins 3, voire peut-être un nul, mais bon, ça semble très compliqué, surtout qu'il reste sur 16 matchs en gagné. Donc on gagne maintenant 4 sur les 4 prochains. C'est compliqué sur tous les adversaires. Donc déjà, le prochain déplacement, c'est au FC Porto. Donc ça pourrait peut-être faire 5e défaite d'affilée. Parce que Porto, on sait que c'est très fort ce début de saison. Ensuite, il y aura Braga, Eagle et Ludogorets. Voilà, donc au moins essayer de sauver l'honneur, essayer de chercher au moins une victoire, voire 2. Parce que là, c'est pas possible, bien sûr. Un bilan comme ça. Et Frank Enza ne marche pas 6 mois après la défaite de Nice à Fribourg. Beaucoup de joueurs tombent dès qu'il y a un duel. C'est pareil à l'entraînement, arrêtez de tomber. La honte, donc c'est fort. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne fait pas suffisamment de choses. On a plutôt bien taqué le match.
Il menait quand même 1-0. Au-delà des erreurs individuelles, tout le monde doit faire mieux. On n'est pas au niveau en Coupe d'Europe. Hein. Et puis on commence à jouer. Il faut continuer. Pourquoi on s'arrête quand on s'entraîne à 80%? On a besoin d'être à 110%. S'ils ne comprennent pas ça, on doit être à 110%. Hein. Si vous n'en mettez pas plus, vous faites exploser en 13 minutes. Et c'est ça, en 13 minutes, ils ont pris 3 buts. Et voilà, et du coup c'est synonyme d'une nouvelle défaite pour l'OGC Nice. Et Melvin Barne, donc le capitaine quand même de Nice, je n'ai pas vu le match parce que je ne regarde pas les matchs de Coupe d'Europe de Nice, hein, vu qu'ils enchaînent défaite sur défaite, hein, je n'ai pas trop envie de regarder, mais en tout cas je crois qu'il a fait une ou deux boulettes dans le match, hein. Bon, il n'a pas été bon, il s'excuse auprès des supporters de Nice, hein. Ça a été un de mes pires matchs ce soir et l'équipe en a souffert, c'était pas digne de vous et je tenais à vous dire que j'en prends la responsabilité à moi de bosser dur et de montrer un meilleur visage. Merci pour votre soutien sans faille. Donc voilà, il s'est quand même excusé par rapport à son match honteux qu'il a pu faire. Je ne sais pas ce qu'il a fait, hein. À mon avis, il n'a pas dû faire un très grand match, je pense. Donc voilà, hein, la situation actuellement du côté de Nice, c'est vraiment dommage que il y a quand même une belle équipe hein, là-bas. En Ligue 1, ça joue plutôt bien. En Coupe d'Europe, on ne comprend pas. En plus, c'est pas la Ligue des Champions qui joue, hein, c'est la Ligue Europa. Normalement, ils doivent faire beaucoup mieux que ce qu'ils font actuellement. De toute façon, tu peux pas faire pire hein, parce qu'ils enchaînent les défaites. Bref, quelques autres résultats en Europa League hors club français. L'AS Roma, belle victoire hein, en Écosse, hein, 2-0 du côté des Glasgow Rangers. Hein, Soulé et Pellegrini ont été les deux buteurs, 2 buts inscrits en première mi-temps. Aston Villa s'est imposé 2-0 contre Maccabi Tel Aviv avec un but de Madsen et un but de Malen. Donc félicitations bien sûr à l'équipe anglaise. Sinon tous les autres résultats, on va juste parler d'un match, hein, le Celta Vigo qui s'est imposé 3-0 Dynamo Zagreb. Et regardez hein, ce qu'ils ont pu mettre sur leur compte X, hein, donc leur compte Twitter. Donc 5 victoires d'affilée pour le Celta. C'est vrai que ce supporter, ils ont pris en compte là, le supporter de Manchester là, qui attendait 5 victoires pour se couper les cheveux. Et ben en tout cas, s'il serait supporter du Celta, il aurait pu se couper les cheveux parce que le Celta Vigo, c'est 5 victoires d'affilée sur leurs 5 derniers matchs. Hein. D'autres résultats, Porto est accroché à Utrecht, un partout. Genk s'est imposé 4-3 du côté de Braga. Un magnifique match. Hein. Ou par exemple la victoire de Stuttgart 2-0 contre le Feyenoord ou le nul entre le Fenerbahçe et Plzen 0-0. Voilà, concernant tous ces résultats de cette 4e journée du côté de l'Europa League. Hein. Et le classement, donc c'est simple, une équipe seulement a fait le 4 sur 4 et c'est Midtjylland. Donc tiens, je l'ai cherché hier, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, ils ont gagné, mais voilà, 3-1 contre le Celtic. Voilà, Midtjylland. Et ils sont actuellement 12 sur 12, donc première équipe. C'est les seuls à avoir fait 4 victoires en 4 matchs. Hein. Donc Fribourg, tiens, qui a battu Nice hier. Donc deuxième ex-aequo avec le Ferencváros, hein, donc 10 points sur 12. Le Celta. Donc les clubs français, Lyon pour l'instant 7e. Ils étaient à 3 sur 3, ils ont perdu hier. Bon, c'est toujours dans le top 8, hein, l'objectif bien sûr du club. Ils sont 7e actuellement l'équipe de Lyon. Puis après, il faut descendre très bas pour voir les autres. Enfin, Lille 19e. Hein, Lille qui a bien commencé avec 2 victoires en 2 matchs. Puis depuis, ces 2 défaites lors des 2 derniers matchs. Hein. Et Nice, si vous les cherchez, il faut aller tout en bas. Ils sont même pas derniers, ils sont quand même avant-derniers parce qu'il y a les Glasgow Rangers aussi qui sont pires hein, en différence de but, mais Nice avant-dernier, voilà, 35e. Donc comme j'ai dit, hein, tu peux toujours accrocher bien sûr une place, donc il reste encore 12 points à prendre. On va dire le premier barragiste Bologne en a 5. Bon, après ils vont prendre des points aussi les autres équipes là, mais voilà, je pense que si tu gagnes les 4 prochains, tu peux être qualifié pour les barrages, mais voilà, il faut gagner des matchs. Et le problème, c'est que ça fait 16 matchs qu'ils n'ont pas gagné. L'équipe de Nice. On continue avec l'autre Coupe d'Europe, l'Europa Conference League, où une équipe française joue et est qualifié, bien sûr, c'est Strasbourg qui jouait du côté de Aken, c'est en Suède, Aken, et victoire 2-1 des Strasbourgeois. C'est une belle, c'est la seule bonne note d'un club français hier, hein, avec 3 défaites et une victoire, donc Strasbourg, donc Enciso et Godot ont été les 2 buteurs côté strasbourgeois. Donc leurs 3 prochains matchs, hein, parce qu'oubliez pas qu'en Europa Conference League, il n'y a pas 8 matchs, comme en Ligue des Champions, en Europa League, il y a 6 matchs, donc là ils ont déjà joué 3, hein. Prochain match Palace, hein. Crystal Palace, qui est quand même le gros morceau de cette Europa Conference League. Ça va être une belle affiche, hein. Ça sera Strasbourg le match. Ensuite, il y aura Aberdeen et le dernier match Breda-Blic. Voilà, donc normalement, on espère que ça le fera. Pour l'équipe de Strasbourg, la qualif. Hein. Et en parlant de Palace, il jouait hier contre l'AZ Alkmaar, victoire 3-1, avec un but de Maxence Lacroix, défenseur français, et un doublé de l'ancien Marseille, Ismail Assar, qui a marqué le doublé pour cette victoire de l'équipe de Crystal Palace. La belle victoire aussi du Rayo Vallecano, club dans la banlieue de Madrid, un club qui affronte le Real Madrid après-demain. Un dimanche après-midi, en milieu d'après-midi, le Real se déplace au Rayo Vallecano, qui est une équipe redoutable à domicile. Ils l'ont montré hier. Hein. Ils perdaient quand même 2-0. Il y avait 2-0 pour l'équipe. Je ne sais même pas c'est qui en face. Hein. Je n'arrive pas à voir ce qui c'est. Bon, bref, ils menaient 2-0 l'équipe visiteuse à la 57e minute de jeu. Et le Rayo est revenu, hein, regardez, 58e, 83e et 94e minute du match. Ils ont marqué 3 buts et du coup, ils ont gagné la rencontre. Les autres résultats en Europa Conference League, bon, je ne vais pas citer tous les matchs. Par exemple, tiens, je peux voir que Kiev là s'imposait 6-0 hier, hein, donc festival de buts. Il y a qui d'autre en belle équipe? La Fiorentina, 2-1, ils sont inclinés à Mayence. On sait que déjà en Serie A, 10 matchs, aucune victoire. Et c'est la même chose en Europa Conference League, ils galèrent. Hein.
également cette équipe de la Fiorentina. Bon, ils sont quand même 8e, hein, malgré qu'ils n'ont pas gagné en Serie A. Malgré leur défaite hier, ils sont quand même bien classés dans ce championnat, enfin dans ce classement on va dire d'Europa Conference League. Donc Strasbourg est 7e actuellement, tiens, juste devant la Fiorentina. Et par exemple Crystal Palace sont 9e, pour l'instant. Hein, donc il y a 3 matchs joués, donc 9 points. Donc là il y a 3 équipes qui ont fait 9 sur 9 pour l'instant sur ce début de saison d'Europa Conference League. Du coup le bilan de cette semaine des clubs français, donc c'est un triste bilan. Très triste avec seulement 2 victoires, donc Strasbourg et Monaco. Voilà, contre Bodo Glimt 1-0, sinon beaucoup de défaites. Le PSG ça a perdu, l'Olympique de Marseille ça a perdu, Lyon ça a perdu, Lille ça a perdu, Nice ça a perdu. Donc 2 victoires, 5 défaites. Donc là, le bilan est catastrophique, bien évidemment, même pas de nul. Donc c'est le pire bilan de cette saison de Coupe d'Europe pour les clubs français, bien sûr. Donc bon, c'est comme ça. Bien évidemment, ça c'est pas du tout bon pour l'indice UEFA, bien évidemment. Et pour la première fois dans l'histoire, le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille et Lyon ont tous les 3 perdu lors d'une même semaine de Coupe d'Europe. Jamais c'est arrivé. Il y a toujours au moins une équipe quand les 3 étaient qualifiés, peu importe la compète, soit LDC ou Europa League. Au moins une équipe gagne ou fait un nul et les autres perdent. Et c'est la première fois que les 3 perdent, PSG, Lyon et Marseille, sur une même semaine de Coupe d'Europe. Donc la France est 9e au classement UEFA sur cette semaine, sur cette saison, derrière comme le Danemark. Les clubs danois, ils ont pris plus de points que les clubs français, les clubs même polonais, même encore chypriotes, ils ont pris plus de points que les clubs français. On peut le dire, c'est une catastrophe. On revient sur la Ligue des Champions, quand même la plus belle compétition, parce que oui, l'Europa League, l'Europa Conference League, c'est des belles compétitions, mais l'LDC, les gars, c'est une autre histoire, bien sûr. Et le 11 de la semaine en Ligue des Champions, je vous montre chaque semaine quand c'est en Coupe d'Europe, le vendredi, parce que le vendredi c'est quand elle est sortie. Donc voici les meilleurs joueurs de cette semaine, avec bien évidemment des joueurs ultra décisifs. Osimhen triplé, il est dedans. Mikel Merino doublé contre le Slavia Prague, il est dedans. Phil Foden doublé contre Dortmund, il est dedans. Carlos Forbes, l'ailier droit de Bruges, doublé une passe D contre le Barça, il est dedans. Mazza aussi, McAllister, il a marqué contre le Real. Zappa Costa, il a fait un gros match contre l'Olympique de Marseille, il est dedans. New York a fait un énorme match contre le Paris Saint-Germain, il est dedans. Donc voilà la meilleure équipe, bien sûr, de cette semaine de Ligue des Champions. Et le meilleur joueur, c'est lui, Phil Foden, un choix entre les 4. Phil Foden, Osimhen, Forbes et Merino. J'aurais pu penser que ça allait être Osimhen, parce qu'Osimhen a quand même marqué le triplé. Et c'est Phil Foden qui a marqué un doublé, mais c'est lui qui remporte le prix du joueur de la semaine. Osimhen finale à la 2e position. Lors de la prochaine journée de Ligue des Champions, donc ça sera la 5e, elle aura lieu dans à peu près 2 semaines, 2 semaines et demie. Donc voici quand même les rencontres. Il y aura un beau Arsenal-Bayern. Arsenal est 2e, le Bayern premier. Donc ça serait une magnifique affiche. Arsenal, ça fait déjà 8 matchs qu'ils n'ont pas pris le moindre but. Le Bayern, ça fait 15 victoires d'affilée. Bon, entre-temps, il y aura eu des matchs de championnat, tout ça. Ça aura peut-être bien sûr bougé, voilà. Mais voilà, ça sera un énorme match, bien sûr. Il y aura aussi un Chelsea-Barça lors de la prochaine journée. Il y a un beau Atlético Madrid-Inter. Par exemple, le PSG joueront contre l'équipe de Tottenham. Lors du prochain match, ce sera au Parc des Princes de nouveau. Et en parlant du PSG, des autres clubs français en Ligue des Champions, donc les chances à l'instant T, après au bout de 4 matchs. Donc là, on a la moitié des matchs de poule de Ligue des Champions. Donc le club français, donc pour le top 8, le PSG a 73% de chance avec 3 victoires et une défaite contre le Bayern. Donc 73% de chance quand même de finir dans le top 8. L'objectif, comme ça, éviter les barrages. Monaco, seulement 1% de chance avec 5 points. Et Marseille avec seulement 3 points, 0,1. Voilà pour le top 8, je vous parle. Voilà, il faudrait que Marseille gagne déjà tous ces, même s'ils gagnent leurs 4 derniers matchs, Marseille, il y a comme Liverpool à battre. Et il faudrait que devant, les équipes aussi devant ne gagnent pas tous. Donc en gros, c'est quasiment mission impossible. Bon, après, c'est un peu plus jouable, on va dire, pour le top 24. Donc pour le PSG, c'est quasiment fait, 99,98. Même si le PSG, on va dire, perd ses 4 derniers matchs, il serait quasiment sûr d'être au moins dans le top 24. Voilà. Donc Monaco 71% et l'Olympique de Marseille 34% d'être dans le top 24. Actuellement, ils sont 25e. Donc ils sont la première équipe non qualifiée pour la suite. Bon, il faut prendre des points maintenant pour Marseille, bien évidemment, pour les prochaines rencontres. On continue toujours sur cette semaine de Ligue des Champions. On revient sur Achraf Hakimi. Donc mardi soir, on a appris sa grave blessure avec la cisaille de Luis Diaz. Et l'objectif d'Hakimi est clair. Refouler une pelouse pour le match d'ouverture de la CAN 2025. La CAN, ça commence le 21 décembre prochain. On est le 7 novembre, c'est dans 1 mois et 2 semaines exactement. En plus, 2 semaines jour pour jour, enfin 1 mois et 2 semaines jour pour jour. Donc voilà, son objectif, être présent pour le match d'ouverture de la CAN.
En plus, c'est au Maroc. Il est marocain, il est capitaine quand même du Maroc, donc il a envie d'être là, bien sûr, on le sait, Achraf Hakimi. Donc il ne se fera pas opérer pour garder une chance de disputer. Parce que s'il passe par la case opération maintenant, c'est fini. Là, il est sûr et certain, il sera forfait pour la CAN. Donc l'objectif, bien sûr, est d'essayer que ça se rétablisse naturellement, gros, sa blessure. Et il devrait être absent 6 à 8 semaines. Dans son entourage, on estime que refouler les pelouses pour le match d'ouverture de la CAN n'est pas impossible. Bon, ça sera, on verra. On verra comment sa blessure va évoluer, bien sûr, là dans les prochaines semaines, mais voilà, c'est son objectif, être dispo bien sûr pour le premier match du Maroc pour la CAN, on lui souhaite. Et pour le tacle de Luis Diaz, Tony Kroos, il a donné son avis, parce que maintenant Tony Kroos fait un peu des podcasts, tout ça en live, vu en Saint-Georges bien sûr du Real. Donc Tony Kroos donne son avis sur le tacle de Luis Diaz. Donc pour lui, il dit c'était pas un carton rouge. Ça valait pas rouge. L'arbitre a laissé la blessure d'Hakimi influencer son appréciation de l'action. Si Hakimi s'était relevé après le contact, personne n'aurait revu l'action. Dans ce genre de situation, l'arbitre doit juger l'action elle-même et non ses conséquences. Donc voilà, il dit que ça méritait jaune. Bon après, voilà, pour moi, quand tu vois les deux pieds c'était décollé. Les deux pieds, les gars, ils touchaient plus la pelouse. Les deux pieds de Luis Diaz, ils étaient à 10 cm en l'air. C'est pas possible de faire ça. Pour moi, c'est aussi excès de dangerosité de faire un tac comme ça. Voilà, il dit que ça mérite jaune. Non, ça mérite pour moi un carton rouge. Je pense que tu demandes vraiment à des personnes qui connaissent vraiment le football, tu fais un pourcentage, je pense que 80% disent que ça mérite rouge. Si tu commences à mettre des jaunes sur ça, voilà, les gens, il va y avoir plein de fautes comme ça et c'est pas possible. Non, pour moi, ça mérite rouge. Bon, après, chacun son avis. Pour Tony Kroos, c'était carton jaune, tout simplement. Cette faute de Luis Diaz, mais bon, ça a bien été rouge et tant mieux. Et au PSG, une hécatombe, bien sûr, de blessés parce qu'on sait, voilà, Dembélé, bien sûr, Désiré Doué, Hakimi et Nuno Mendes, qu'on a parlé hier, blessé aussi. Mendes blessé 3 semaines. Donc, il sera forfait, bien sûr, avec le Portugal, là. À noter que Barcola, donc hier, il y avait entraînement hier jeudi, il n'était pas à l'entraînement ce jeudi. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Peut-être parce qu'il a besoin de souffler. À la fin du match contre le Bayern, il a dit ouais, ça commence à être dur, ça commence à tirer. Il a dit ça au micro, je crois, de Canal+. Il a peut-être entendu ça. Bien sûr, Luis Enrique, c'est pour ça qu'il a dit voilà, jeudi, l'entraînement, viens pas. Pas d'entraînement. Vaut mieux peut-être que tu sois au repos, que tu forces de faire un entraînement, que tu te blesses. Voilà, parce que les joueurs sont dans le rouge. Du côté de Paris, il n'y a pas que lui, il y a aussi Neves, il y a aussi Vitinha, qui est aussi dans le rouge. C'est pour ça que Paris doit passer à l'action et Paris devrait passer à l'action et Paris sera très actif lors du mercato hivernal. Ils n'ont pas le choix. Avec tous les blessés, là, voilà, les joueurs qui sont plus limite de blessures, comme Barcola par exemple, le PSG souhaiterait recruter 3 joueurs pour renforcer son effectif au mercato hivernal. Mais pas quand l'été dernier, ils en ont recruté 2, donc Zarbani et Chevalier. Ils se sont dit, ouais, on va pas prendre d'autres joueurs, on a un bon groupe, oui. C'est vrai que si tu n'as pas de blessure, ça suffit. La saison dernière, il n'y a pratiquement pas eu de blessure du côté du PSG, donc oui. Mais là, quand tu vois tous les joueurs qui se sont blessés sur ce début de saison, voilà, tu es obligé de passer à l'action sur le mercato. Surtout que là, tu es dans la période, on va dire, la moins décisive. La période la plus décisive, ce sera mars, ce sera avril. Et là, si tu as tous ces blessés lors des matchs, des quarts de finale, enfin, si tu te qualifies ce stade-là de la compétition, donc là, ce sera compliqué. Donc, c'est pour ça que Paris va recruter. Le dirigeant parisien cible un défenseur polyvalent. Ils veulent également un milieu de terrain expérimenté et un attaquant capable de jouer sur les ailes. En gros, ils veulent un joueur sur chaque ligne, à part le poste de gardien. Ils veulent un nouveau défenseur, un nouveau milieu et un nouvel attaquant. Selon l'équipe, le PSG aurait déjà jeté son dévolu sur Eric Garcia, défenseur du Barça, très apprécié en interne pour sa polyvalence. Après, je ne cache pas, je ne vois pas le Barça lâcher Eric Garcia en plein milieu de saison en janvier. Bon, il est en fin de contrat en fin de saison. Donc après, oui, l'été prochain, ça peut être jouable s'il n'a pas prolongé. Mais en plein milieu de saison, ça va être compliqué de l'avoir. Mais bon, si ce n'est pas lui, peut-être un autre défenseur pour arriver bien sûr en janvier. Mais voilà, Paris sera très actif. En janvier, ils n'ont pas le choix. Paris doit recruter. On va parler de l'Olympique de Marseille. On revient sur cette équipe qui a perdu bien sûr contre l'Atalanta 1-0. Une stat folle les gars. Donc l'OM contre les clubs du top 5 européen en Ligue des Champions depuis février 2012. C'est 17 matchs, 17 défaites contre des clubs du top 5 européen. Voilà, parce qu'ils ont peut-être gagné de temps en temps contre des équipes, voilà. Par exemple, ils ont gagné contre l'Ajax, mais l'Ajax n'est pas considéré, le Eredivisie, le championnat néerlandais, comme un championnat du top 5 européen. Donc voilà, mais dans les gros championnats en Liga, en Première Ligue, Bundesliga et Serie A, chaque fois que Marseille affronte une de ces équipes-là, 17 matchs, 17 défaites. C'est une catastrophe, c'est aussi cette série pour l'Olympique de Marseille. Eric Dimeco regrette aussi le départ d'un joueur, Rabiot. On se souvient Rabiot, enfin en début de saison. Oui, Marseille au-dessus de n'importe quel joueur, ça c'est vrai, mais voilà. Du coup, il s'est battu avec Roueux, du coup, il a dû quitter le club. Et c'est que Rabiot, par exemple, avec l'expérience qu'il a, bon, j'ai pas dit que Rabiot aurait été là, que Marseille aurait gagné ses 4 matchs de Ligue des Champions, mais je pense
avec un joueur avec autant d'expérience, mais il aurait pu être utile sur beaucoup de matchs, Adrien Rabiot. Donc voilà, c'est vraiment dommage. Et il dit, perdre un mec comme Rabiot, c'est énorme du côté de Marseille. Ceux qui sont là ne sont peut-être pas au niveau. Sur la saison dernière, tu n'es pas à 50 des joueurs à garder. Tu n'en as pas tant que ça finalement. Il y en a un à garder, c'est Rabiot, et tu te renforces autour, bien sûr. C'est le seul joueur vraiment à garder au milieu de terrain, c'était Rabiot. Rabiot, au niveau équipe de France, tout ça. La saison qu'il a fait la saison dernière est exceptionnelle. Et c'est le joueur que tu laisses partir. Enfin, on sait les circonstances, mais tu aurais pu bien sûr le garder. Voilà. Il y aurait eu des excuses, tout ça. Bon, on sait ce qui s'est passé. Donc, si on m'explique que Vermeuren, Aurélien, Angel Gomez peuvent être rapidement au niveau de Rabiot, moi je suis désolé, ces garçons-là sont peut-être en devenir. Et peut-être un jour qu'ils seront très forts. Mais pour le moment, c'est trop juste. Ils viennent d'arriver et ils découvrent ce niveau. Et ce n'est pas la Ligue 1. Voilà, parce qu'il y a un fossé entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions. Donc, voilà. Pour lui et pour Eric Dimeco, c'est une grosse perte, la perte de Rabiot du côté de Marseille. Roten qui allume le niveau aussi de l'OM. Il y a une erreur de casting. Qui a recruté, qui a fait cette équipe, quand tu vois les moyens de l'OM qui ne sont pas ceux de l'Atalanta et que tu vois une telle différence, parce que oui, Marseille a beaucoup plus recruté que l'Atalanta l'été dernier, et l'Atalanta en plus en difficulté. L'Atalanta fait un bien meilleur match que l'équipe de Marseille, à part Greenwood et Rulli, tout le reste c'est à jeter lors du match. Walid a cherché aussi, il y a un chemin qui prend 2 heures que je ne peux plus accompagner, je ne comprends pas le système de jeu du coach italien. Il y a des déclarations, des compositions d'équipe, des lectures de match, je ne peux plus. Moi j'aime beaucoup le Nutella, même si j'en ai mangé plus, enfin même si j'en mange plus, je ne sais pas trop pourquoi il dit ça, mais je ne peux pas étaler la part à tartiner si on me montre ça. Quand il nous explique que Vermeuren ne peut pas jouer, et quand on regarde le match d'O'Reilly, Rulli te sauve encore ce soir. Si tu me dis que c'est l'homme de Gattuso ou de Gasset, je te crois. Voilà, en gros lui aussi clash totalement cette équipe de Marseille. Et du côté de l'Italie, juste on va parler, vous savez, de la main d'Ederson qui a beaucoup fait réagir, donc en France, beaucoup. Pour moi c'était penalty. Après voilà, peut-être en Italie, pour eux, c'est pas penalty parce que c'est en faveur, bien sûr, d'un club italien. Et en Italie, on trouve normal de ne pas siffler penalty sur la main d'Ederson. Bon, après, ça aurait été dans le sens inverse, ça aurait été un joueur de l'OM qui a fait ça. En Italie, ça aurait été différent, bien évidemment. De Corriere dello Sport, ils ont dit Ederson contrôle mal le ballon avec le pied gauche et le ballon va vers son bras droit. Donc l'amplitude ne compte pas. C'est une auto-action, but valable. Bien sûr, ils ne vont pas dire que les journaux italiens, que du coup, il aurait dû avoir penalty, que le but aurait dû être annulé, bien sûr. Donc vu que ça va dans leur sens, ils disent que l'arbitre a pris la bonne décision. Même si voilà. Enfin, moi, je pense qu'il aurait dû avoir penalty, surtout quand tu vois à d'autres actions, souvent dans les matchs similaires. Et là, bien évidemment, les arbitres sifflent le péno. Et Juric s'explique aussi sur la situation avec Lookman, parce que quand ils sont sortis, Lookman, quand il l'a fait sortir, l'impression qu'ils allaient se battre les deux. C'est comme l'entraîneur avec un joueur. Ce sont des choses qui arrivent tous les dimanches. Donc ce sont des choses qui arrivent tous les dimanches, comme De Bruyne avec Conte. Les joueurs n'acceptent pas d'être remplacés, mais ces choses se règlent ensuite dans le vestiaire. On connaît tout ce genre de situation. Ça arrive et c'est peut-être un peu exagéré sur le coup de l'émotion. Mais le plus important, c'est l'Atalanta Bergame. Pour le bien de l'équipe, il faut bien se comporter. Pour moi, le plus important, c'est de gagner contre Sassuolo dimanche. Voilà ce qu'a pu dire tout simplement Juric par rapport à l'embrouille qu'il a eu avec Lookman. On va parler cette fois-ci de Lamine Yamal qui répond au sifflet de Bruges. Donc il y a eu 3 partout. En tout cas, lui, il a réalisé un gros match. Lamine Yamal. Et il a été sifflé, bien sûr, par les supporters de Bruges. Il a dit, s'ils me sifflent, c'est parce qu'ils savent que je fais bien mon travail sur le terrain. Ce n'est pas un hasard. Si c'était un autre joueur, il ne sifflerait pas. Donc voilà. Il dit que voilà, les sifflets disent en gros qu'il était bon, donc c'est pour ça qu'il a été sifflé tout simplement, Lamine. Henry, lui, il parle surtout de la défense du Barça, qui est quand même le gros point négatif cette saison. La défense, même la saison dernière, trop de buts concédés. Regardez les demi-finales de LDC. Les 2 demi-finales, la saison dernière, ça a été 7 buts concédés. Tu en as marqué 6, mais tu en as pris 7. Alors, du 4-3 et du 3-3 contre l'Inter, ce qui t'a fait ne pas aller en finale de Ligue des Champions. Il dit le nombre de buts encaissés est excessif. Des buts pour la plupart très faciles à marquer pour l'adversaire. Ils doivent corriger cela au plus vite car il leur est impossible de gagner en Europe dans ces conditions. Les équipes savent clairement ce qu'elles ont à faire et créer beaucoup de problèmes pour leurs défenseurs. Pourquoi s'exposer ainsi? Pourquoi toujours souffrir? On peut toujours encaisser un but et cela pèse sur les joueurs. Donc surtout aussi, ce qui est beaucoup remis en cause du côté de l'Espagne, c'est le système d'Hansi Flick. On sait qu'Hansi Flick qui veut que son équipe presse, ça, il n'y a pas de souci. Mais surtout, il veut une ligne défensive très haute. Des fois, les défenseurs du Barça, quand ils attaquent, ils sont rond central. Et bien évidemment, s'il y a une contre-attaque,
Et ben voilà, donc des fois bien sûr ils arrivent à mettre les attaquants hors jeu adverse, mais des fois ça passe pas et des fois ça fait des grosses occasions pour les autres équipes. Donc c'est ça où vraiment maintenant ils ont du mal. En gros le Barça ça marchait saison dernière mais ça marche beaucoup moins, on va dire cette saison. On va parler d'une équipe en grande difficulté son dernier, la Ligue des Champions les gars, c'est l'équipe de l'Ajax Amsterdam et c'est officiel, John Entinga est viré de l'Ajax Amsterdam, le coach. Seulement 5 victoires en 15 matchs et 4 défaites en 4 matchs de Ligue des Champions. Donc voilà, changement d'entraîneur. Et on parle beaucoup d'un retour d'Erik ten Hag peut-être pour devenir entraîneur de cette équipe de l'Ajax. Les discussions sont en cours, le coach néerlandais n'a pas encore pris de décision. D'après Fabrizio Romano, mais un entraîneur devrait être désigné aujourd'hui parce qu'il joue ce week-end bien sûr l'Ajax, donc il leur faut un coach et ça pourrait être le retour d'Erik ten Hag du côté de cette équipe. On continue, on clôture à cette page Coupe d'Europe, on va parler un peu de la Coupe du Monde U17, on en parle tous les jours depuis que ça a commencé le lundi 3, donc là le début de semaine, il y a eu des matchs là tous les jours, et hier on va parler des matchs d'hier, il y avait un Portugal-Maroc, regardez le résultat, Portugal 6-0, ils ont gagné contre le Maroc, 2 matchs de défaite, c'est compliqué, pas comme la Coupe du Monde U20 où ils ont gagné la compète, là ils sont quasiment éliminés, 2 matchs de défaite, et le Portugal eux déjà quasiment qualifié, 2 matchs, 2 victoires, ils ont gagné 6-1 le premier match contre la Nouvelle-Calédonie, et ils en passent 6 de nouveau. À la sélection marocaine, la victoire du Sénégal 1-0 contre le Costa Rica. Donc déjà qualifié pour les 16e de finale, le Sénégal, avec 2 matchs de victoire. Et aussi l'Argentine qui s'est imposée 1-0 face à la Tunisie. Donc sinon d'autres résultats, par exemple, je sais pas, tiens, la Croatie s'est imposée 3-0 contre les Émirats Arabes Unis. Le Qatar contre l'Afrique du Sud, un partout. L'Italie a gagné 4-0 contre la Bolivie. Ou par exemple, la Belgique s'est imposée 7-0 contre les Fidji. Lors des rencontres bien sûr de la Coupe du Monde U17, donc c'était hier et aujourd'hui au programme. Il y a toutes ces rencontres-là, le Brésil contre l'Indonésie, la Colombie joue contre El Salvador, l'Angleterre contre Haïti ou l'Allemagne contre la Corée du Nord. Voilà le programme, donc la France jouera demain. Samedi, n'oubliez pas que la France a déjà joué un match en contre le Chili, ils se sont imposés 2-1. On continue cette fois-ci avec le programme également du jour, mais on revient en Europe dans les gros championnats. Et regardez, ça fait la une aujourd'hui du journal Équipe, Money Time, parce que ce soir, le Paris FC contre le Stade Rennais, c'est le match d'ouverture de propriété respective des 2 grands groupes français de luxe. Donc le groupe Arnaud et le groupe Pinot. Paris FC et Rennes rêvent d'un meilleur avenir que le milieu du classement qu'ils occupent actuellement. Voilà, parce que ces 2 équipes où leurs propriétaires sont très riches. Paris FC, c'est le groupe, je crois, Arnaud, et Pinot, c'est le groupe propriétaire de Rennes, même s'ils investissent peu comme du côté de Rennes. Voilà, donc voilà. Ils espèrent des meilleurs classements, ces 2 équipes, bien sûr, qui ont de grosses ambitions quand même du côté de la Ligue 1. Donc Paris FC Rennes, il y aura aussi un Elche Real Sociedad en Liga, un Werder de Brême Wolfsburg en Allemagne. Il y aura un Pise contre Cremonese, donc 2 équipes qui ont promu qui s'affrontent ce soir en Serie A. Il y aura également une journée de Ligue 2 avec un Bastia Reims, un Grenoble Rodez ou Montpellier Annecy par exemple. Donc l'équipe de 3, un leader, jouera demain, elle samedi. On continue, on va parler cette fois-ci de la liste de l'équipe de France pour les 2 prochains matchs des Bleus. Donc un France-Ukraine le 13 novembre prochain, là dans 6 jours, et un France-Azerbaïdjan le 16 novembre prochain. Donc voici tous les jours appelés. Donc à noter par exemple les retours, je sais pas, tiens, Ryan Cherki de retour, il avait été forfait lors du dernier rassemblement, il est bien là. Mateta est de nouveau appelé, on ne savait pas s'il a été rappelé ou pas, il a été rappelé. Un Colomboigny aussi fait son retour en bleu, donc bien sûr il y a Mbappé, il y a du Kamavinga, il y a du Konaté, il y a les 2 Hernandez, les 2 frères qui sont présents. Donc voilà, donc concernant les blessés, parce que bien sûr c'est une liste où il manque quand même quelques noms, Dembélé pas là, blessé, Désiré Doué aussi, Tchouaméni les gars pas là, Aurélien Tchouaméni il est blessé, tiens Aurélien Tchouaméni les gars souffre d'une blessure au muscle semi-tendu de la jambe gauche, donc 3 semaines d'indisponibilité, donc la forfait avec l'équipe de France, il devrait même louper les prochains matchs avec le Real Madrid. On lui souhaite un bon rétablissement, tout qu'il ne jouera pas, bien sûr ce week-end là contre le Rayo Vallecano, Aurélien Tchouaméni. Sinon Marcus Thuram également, il revenait, bien sûr il vient de blessure mais c'est encore trop juste bien sûr. Donc sinon les choix, donc Thauvin qui avait été, souvenez-vous, dans la liste d'équipe de France en dernier rassemblement, donc il est pas blessé, mais juste il n'a pas été pris. Ni Tolisso, comme souvent, Camara, Klose, Areola, même Kefren Thuram n'ont pas été appelés, bien sûr, pour ces 2 prochains matchs. À noter N'Golo Kanté, ça peut-être je ne l'ai pas dit, mais Kanté, les grands milieux de terrain, mais il remplace, bien sûr, il y a les blessures aussi de Rabiot, bien sûr, et Tchouaméni. Donc c'est quand même 2 cas d'équipe de France qui ne sont pas là. Donc Kanté fait son retour en équipe de France. Voilà, magnifique joueur, on sait N'Golo Kanté. Donc j'espère qu'il fera un bon rassemblement, parce que moi j'aimerais avoir Kanté, enfin j'aimerais qu'il soit dans le groupe de la France. Pour la prochaine Coupe du Monde, peut-être pas en tant que titulaire, mais c'est un joueur, je pense qu'en une fin de match, si tu as besoin de sécuriser un match, on va dire, un résultat, je pense que si tu le fais rentrer 20-30 minutes de jeu, il peut te donner beaucoup, bien sûr, Kanté. Donc voilà, j'espère qu'il fera un gros rassemblement, que Deschamps, bien sûr, puisse le prendre lors des prochains rassemblements. Enfin après, il n'y aura plus qu'une liste, ça sera au mois de mars, mais après la prochaine, ça sera la Coupe du Monde.
après, il n'y en aura plus beaucoup. Concernant d'autres infos, tiens, Zaire Emery est déjà de retour dans la liste des Bleus. Zaire Emery qui avait été avec les espoirs lors du dernier rassemblement. Donc là, depuis, il a pas mal joué avec l'équipe première du PSG, parce qu'il y a pas mal de blessés au milieu de terrain. Donc ça est déjà de retour avec les pros. Warren Zaire Emery. Toujours avec Deschamps, tiens, sur la fatigue et les blessures des joueurs, est-ce que ça servirait de tirer encore plus sur la sonnette d'alarme? Il a dit le constat est fait, que ce soit de la part des joueurs, des sélectionneurs, des entraîneurs. Il dit, il voit tous les blessés, bien sûr, hein, le calendrier et ce qu'il est, évidemment que l'accumulation des matchs, avec en plus des déplacements plus ou moins loin, la fatigue a toujours été là. Il y a beaucoup de matchs avec des périodes de récupération beaucoup plus courtes et des périodes de préparation quasiment inexistantes, hein. Les joueurs sont employés par les clubs. Les seuls qui peuvent avoir du poids, c'est les joueurs, mais c'est comme vous. Je ne suis pas sûr que vous ayez envie d'aller à l'encontre de vos employeurs, hein, bien sûr, hein. Donc il y a 90% des joueurs qui jouent moins, mais les 10% qui représentent le top et sont internationaux jouent beaucoup, et c'est problématique, bien sûr, hein, parce que voilà, les meilleurs joueurs, ceux qui jouent le plus, parce que les joueurs, ils sont tout le temps alignés titulaires parce que ils sont bons et ils sont aussi appelés en sélection, tout ça. Ils jouent aussi les Coupes d'Europe. Donc voilà, en gros, sur 100% de joueurs, il y a seulement 10% qui jouent énormément. Les meilleurs joueurs, en gros, voilà, peut-être les 200 meilleurs joueurs au monde qui jouent énormément. Et c'est pour ça que sur ces 30 des 200 meilleurs joueurs du monde, il y en a beaucoup qui se blessent. Parce que, bien sûr, ils jouent énormément. Deschamps, c'est sur le match face à l'Ukraine le 13 novembre prochain. Le 13 novembre, les gars, c'est une date. On sait ce qui s'était passé il y a 10 ans. Tiens, ça sera dans 6 jours. Les attentats qu'il y avait eu à Paris avec plus de 100 morts, hein. Donc ça se jouera le 13 novembre, la même date que c'était joué ce match-là il y a 10 ans contre l'Allemagne, hein. Donc question sensible, au fond de moi, si on aurait pu éviter de jouer ce 13 novembre, ça aurait été bien. Mais je n'ai pas les réponses, hein, ça ne dépend pas de moi. C'est une journée particulière avec les différentes commémorations qui seront organisées. Je ne me sens pas la force de parler de ce qui s'est passé, tout simplement par rapport bien sûr au respect que j'ai aux familles qui ont souffert et perdu des êtres chers, hein. Donc le devoir de mémoire est toujours là. Et tout ce qui sera fait est important, ce match est important pour nous. Voilà, contre l'Ukraine bien sûr, mais voilà, il y aura bien évidemment une minute de silence certainement, hein, par rapport à ce qui s'est passé 10 ans, jour pour jour en arrière, quand on sera le 13 novembre. Je n'ai jamais sélectionné un joueur pour le bloquer et l'empêcher d'aller ailleurs, hein, donc je ne le ferai jamais. Donc Deschamps répond sans langue de bois sur le sujet des binationaux après les sélections de Mbaye et Sarr avec le Sénégal. Donc Mamadou Sarr, donc défenseur central et capitaine de Strasbourg, Ibrahim Mbaye, donc attaquant du PSG. Ils jouent dans les catégories jeunes de la France, hein, donc ils ont choisi de représenter le Sénégal. Donc il a dit, hein, c'est un sujet sensible, mais c'est une liberté que ces joueurs-là ont toujours eu. C'est leur choix pour différentes raisons, l'attractivité. Je n'ai pas la commander. Ces joueurs ont cette liberté, je n'ai rien à dire là-dessus. Donc ces deux joueurs-là ont choisi de représenter le Sénégal. On en parlera juste après. Toujours avec Deschamps, il parle d'Upamecano. Donc il fait partie des meilleurs défenseurs du monde. Après, je ne suis pas objectif, hein, en termes de puissance dans les duels. Sa qualité technique, c'est très bien. C'est une valeur sûre, hein, qui a mis du temps avec nous pour arriver où il est. Mais il dégage beaucoup de sérénité et d'assurance. En plus, il a dû certainement regarder le match qu'il a pu faire contre le PSG. Et on a vu, hein, qu'il a été exceptionnel, bien sûr, Upamecano. Donc voilà quelques déclarations, bien sûr, de Deschamps. La liste aussi de l'équipe de France Espoir pour la trêve. Donc il y aura un France-Suisse le 14, là, et un France-Île Féroé le 17. Donc voici tous les joueurs appelés. Donc Kroupi, par exemple, attaquant de Bournemouth, Matistel, Mayulu, ou même Boadi, qui est le milieu de Lille, hein, ont été appelés, bien sûr, du côté de cette équipe de France Espoir. On revient, tiens, sur le jeune Ibrahim Mbaye, parce que voilà, opte pour le Sénégal. Le jeune talent du PSG sera appelé par Papio pour les 2 prochains matchs, où il y aura un match contre le Brésil, hein, quand même, pour le Sénégal. Donc Mamadou Sarr est également appelé. Donc voilà, les deux sont là. Enfin, concernant Mbaye, il est bien dans la liste, hein. Mamadou Sarr, j'ai pas regardé. Est-ce qu'il est présent dedans? Donc s'il est bien dedans, Mamadou Sarr aussi est présent dedans. Voilà, on peut voir le défenseur Sarr et aussi l'attaquant Ibrahim Mbaye, l'attaquant du PSG, qui sont dans la liste du Sénégal pour les 2 prochains matchs, 2 matchs amicaux. Parce que là, c'est des matchs maintenant pour préparer bien sûr la CAN, hein, pour le Sénégal. Il y aura un Sénégal-Brésil et un Sénégal-Kenya au programme, voilà, pour cette sélection. Et à noter que le Sénégal, hein, après Mbaye, après Sarr, ils ont fait aussi Assane Diao, les gars. Joueur qui aurait pu choisir lui l'Espagne, hein, il y a quelques temps, hein. Donc choisi de représenter les couleurs sénégalaises. Ici maintenant Robinho Vaz, hein, l'attaquant marseillais. Donc le Sénégal travaille maintenant pour attirer le jeune joueur de 18 ans de l'OM, hein, Papio, donc sélectionneur des Lions de la Teranga. En conférence de presse, il a dit: c'est une demande nationale. En gros, je me suis rapproché de sa famille. Les discussions continuent, on verra. Voilà. Pour l'instant, il est avec les équipes de France jeunes. Il a joué avec l'équipe de France, je ne sais plus, 17, je ne sais rien, mais il est avec les catégories jeunes. J'ai déjà vu avec les bleus jeunes, hein, enfin les catégories juniors. Donc maintenant, l'objectif, enfin pour le Sénégal, c'est de le faire
choisir de représenter le Sénégal. On verra, ça sera au joueur de décider ce qu'il veut faire. Toujours avec le Sénégal, on va parler d'un joueur lui du coup qui ne va pas au Sénégal, c'est Malick Thiaw. Donc défenseur, il a le choix entre l'Allemagne et le Sénégal, donc il dit non au Sénégal pour rejoindre la Mannschaft. Il a bien été appelé, on peut voir la liste de l'Allemagne, regardez Malick Thiaw il a, en dessous de Jonathan Tah, Malick Thiaw, du coup choisi de représenter plutôt l'Allemagne que le Sénégal. Hein. A noter première convocation pour Saïd El Mallah, donc jeune joueur de 19 ans de Cologne. Donc c'est un ailier, je cherche, voilà, il est entre, tiens, au-dessus de Niabri, hein, Serge Gnabry. Donc c'est un joueur de Cologne et c'est un joueur que le PSG aimerait recruter lors du mercato estival 2026. Toujours avec les joueurs aussi qui choisissent de représenter enfin une autre sélection. Donc tiens, c'est un Belge hein, du coup qui choisit de représenter la RDC. C'est Mario Stroeikens, hein, 21 ans, opte pour la RDC. Donc 42 sélections en Belgique jeune et du coup maintenant il va représenter la RDC. La même chose pour Mathieu Epolo, c'est un gardien de but hein, de 20 ans, il opte également pour la RDC. Et on peut voir que les deux, donc Epolo et Stroeikens qui est où, tiens il est là, au milieu de terrain, ont été appelés dans la prochaine liste bien sûr de la RDC. Donc deux matchs hyper importants. Enfin tout d'abord un match contre le Cameroun, c'est un match de barrage. Hein. Et s'il gagne, il jouera un autre match de barrage bien sûr pour essayer de se qualifier pour la future Coupe du Monde. Du côté de l'Algérie, donc c'est la qualif est déjà là, hein. La CAN ils sont qualifiés également pour la Coupe du Monde. Donc là c'est des matchs amicaux, ils jouent contre le Zimbabwe, c'est marqué tout en bas, et aussi contre l'Arabie Saoudite, le match amicaux. Et voici le groupe retenu hein, bien sûr. Donc à noter que Attal, Bentaleb Abdelli et Youssef Bellali n'ont pas été convoqués, ils sont peut-être mis au repos, peut-être blessés, j'en sais rien. Mais par exemple hein, Kebal, un joueur du Paris FC, ou par exemple Boudouaoui, donc joueur de Nice, hein, ont été appelés bien sûr, même Moussem Mawar, hein, le joueur de Al-Ittihad, a bien évidemment été appelé. Du côté de l'Argentine, tiens, Panicelli, l'attaquant de Strasbourg, a été appelé les gars par rapport à sa première convocation, par rapport à ce gros début de saison qu'il fait avec Strasbourg. Et bien il est bien du côté de l'Albi Céleste, hein, on peut le voir. Donc voilà, on peut voir par exemple que Léo Messi bien sûr là, Nico Paz est là. Notez que Franco Mastantuono ne le voit pas, je crois qu'il est blessé, Mastantuono le joueur du Real Madrid. On finit avec ça aujourd'hui. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire, j'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve nous demain bien sûr, demain samedi pour le prochain numéro. Et moi je vous souhaite une très bonne journée et à demain.